Je m'appelle Muriel Epstein, je suis maître de conférence à EMA, à l'université de CY, et membre de la chaire éducation et numérique, handicap éducation et numérique, pardon. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'introduire la conférence de Serge Ebersold, qui est professeur au CNAM, titulaire de la chaire accessibilité depuis 5 ans, et qui va nous parler, vous l'aurez compris, d'accessibilité numérique. Et je vais essayer de retracer en moins de 5 minutes les 30 années de travaux de recherche de M. Ebersold. Mais avant de faire ça, je voudrais rappeler qu'il est connu à l'échelle internationale pour ses recherches sur l'inclusion. Il a travaillé avec l'UNESCO déjà, il a travaillé avec l'Organisme mondial de la santé sur la révision de la classification du handicap. Il a travaillé avec l'OCDE sur l'analyse des politiques inclusives. J'en oublie peut-être, il complétera éventuellement. Alors sur ces travaux, son premier livre est paru en 1999 sur l'invention du handicap et de l'institutionnalisation de cette notion de handicap. En effet, si on veut penser la norme de l'école, il faut penser l'école doit qualifier ce qui est le pathologique. Et donc l'école nécessite d'identifier, que soient identifiés les élèves qui doivent être soutenus pour voir quels sont ceux qu'elle peut gérer et ceux qu'elle peut déléguer. Les élèves soutenus sont ceux qui sont considérés comme pouvant s'engager dans le travail scolaire. Les élèves handicapés, rebaptisés élèves dans le besoin de service, et ce besoin de service est évalué en fonction de la distance à la norme scolaire de la personne. Dans son second livre, La naissance de l'inemployable, il parle du transfert aux chômeurs des grilles de lecture du handicap. Et on commence à voir là un des sujets majeurs des travaux de Serge Ebersold sur l'inclusion. Des conceptions de l'inclusion qui seront notamment précisées dans un article de 2009 où il définit 3 dimensions de l'inclusion. La dimension cognitive, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce que tout le monde peut apprendre. La dimension économique, comment est-ce qu'on prépare les élèves, handicapés ou non, au marché du travail, comment est-ce qu'on prémunit les risques de chômage liés à la vulnérabilité. Et puis la dimension sociale, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'école inclusive, la société inclusive. Et si ces éléments sont indissociables, la réalité scolaire montre que la dimension sociale de l'inclusion est sans doute la plus importante et la plus occultée. Serge Ebersold parle alors de nécessité d'une école post-normative. Son 3e livre portait sur les conditions de vie des familles, le temps des servitudes. Il explique que toute société reconnaît la différence pour un prix symbolique contre une servitude. Et il s'appuie pour cela sur un travail dans de nombreux pays. Il a travaillé en Asie centrale, au Kazakhstan, en Afrique, Gabon, Cameroun, Afrique du Sud, au Brésil. Et il explique dans cet ouvrage que pour les enfants normaux, la scolarisation se fait sans projet pédagogique. Quand vous emmenez vos enfants à l'école, on ne vous demande pas votre projet, si vos enfants ne sont pas handicapés. Et la violence sociale du système de soutien vient de ce qu'on demande aux personnes en situation de handicap en échange de ces soutiens octroyés. Alors, l'accès à, qu'est-ce que c'est là-dedans? Ça renvoie aux formes de visibilité et à la reconnaissance des personnes. Cette année, il a dirigé un ouvrage intitulé « L'accessibilité ou la réinvention de l'école ». L'inclusion consacre le passage du droit social au droit individuel. Mais ce droit à l'éducation se fonde sur l'accessibilité. L'accessibilisation des pratiques, c'est la notion opératoire de l'inclusion. Si vous voulez que l'inclusion existe, il faut la mettre en œuvre, et la mettre en œuvre, c'est rendre accessible. Et l'accessibilité numérique dépend de la manière dont on respecte une grammaire. C'est cette définition, c'est ce qu'il appelle cette grammaire, le système qui permet l'accessibilité, dont Serge Ebersold va nous parler. Et au nom de l'équipe organisatrice, je vous en remercie. Il me semblait intéressant de corréler la question du numérique, de l'ambition inclusive, à la question de l'accessibilité. Parce que, si vous voulez, le numérique en tant que tel ne garantit rien. Les travaux montrent que l'outil numérique peut
ne contribue pas en tant que tel à améliorer l'accès aux apprentissages. C'est la manière dont on inscrit l'outil numérique dans un contexte scolaire, etc., qui lui donne sa pertinence et sa puissance. Quand j'étais à l'INS, on avait mené une recherche autour d'un outil numérique qui était donné aux élèves, etc., et des élèves n'en ont pas voulu, jugeant qu'il était source de stigmatisation. Donc, ce qui veut bien dire que ce qui fonde le bien fondé de l'outil numérique, c'est la manière dont on va le légitimer. Et c'est pour ça qu'il me paraissait intéressant de souligner le rôle qu'a l'accessibilité. Parce que ce qui va faire la raison d'être de la mobilisation du numérique, c'est l'accessibilité du numérique. Mais en même temps, si vous voulez, je pense qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de préciser un certain nombre de choses, et ce dont je vais vous parler aujourd'hui s'appuie sur une revue de littérature que j'ai faite sur les usages de la notion d'accessibilité. C'est-à-dire, quand on parle d'accessibilité, on parle de quoi? Comment la décline-t-on, etc. Alors, je crois qu'il est important de préciser que l'accessibilité ne se résume pas à la question du handicap. C'est-à-dire que si, historiquement parlant, la notion d'accessibilité est mobilisée pour permettre l'accès au bâti des personnes à mobilité réduite, pour permettre l'accès à l'école des personnes présentant une déficience, depuis une trentaine d'années, l'accessibilité, c'est ce à travers quoi se concrétise une école soucieuse de la réussite du plus grand nombre, tout en étant adaptée à chacun. Et ce qui fait qu'on a assisté à une désinsularisation, hein, je reprends un terme de Charles Gardou, de la notion d'accessibilité. Et ce qui fait que l'accessibilité, me semble-t-il, est le pendant de l'individualisation juridique qui caractérise les sociétés actuelles, sociétés qui prennent l'individu pour idéal normatif et qui se pensent composés d'individus porteurs de leurs propres droits, hein, un droit individuel, et devant être traités comme tels. Ça me paraît important, si vous voulez, parce que les droits individuels dont il est question se singularisent à maints égards des droits sociaux qui sont nés durant la société salariale. Le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, qui sont des droits collectifs qui entendent protéger a priori, qui codifient les relations a priori. Les droits dont il est question, notamment dans la Convention des Nations Unies, mais aussi la Convention sur les droits de l'enfant, etc., sont des droits individuels, c'est-à-dire des droits qui sont rattachés à la personne. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des droits fondamentaux. Mais c'est des droits, si vous voulez, que nous portons avec nous et qui ne se matérialisent qu'au regard de la manière dont les organisations, l'école en l'occurrence, va s'attacher à les concrétiser. Le droit à l'éducation, s'il est garanti par la loi, est un droit qui se matérialise au regard de la manière dont l'école va le faire vivre. Et l'analyse que j'ai pu faire de l'outil GEVA montre bien qu'on reconnaît aux familles un droit au droit,
charge à l'évaluation des besoins de démontrer si ce droit au droit à l'éducation est réaliste, faisable, et selon le volume de besoins identifiés, l'élève sera orienté vers tel ou tel type de structure. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que pour moi, l'accessibilité est peut-être une propriété sociale, au sens où l'entend Robert Castel, c'est-à-dire quelque chose qui nous est propre, et grâce à laquelle nous avons un droit d'accès à des biens, à des environnements et à des services collectifs qui ont pour finalité sociale d'assurer la sécurité sociale de tout un chacun. De telle manière à ce qu'on continue à faire société, puis j'en parlerai tout à l'heure dans l'atelier que nous animons avec Pascal Plantard, où je parlerai des fonctions d'accessibilité. C'est-à-dire que ce qui se joue dans l'accessibilité, c'est conjuguer les droits à qu'on nous reconnaît avec le droit de les exercer, de telle manière à ce que nous puissions expérimenter la condition citoyenne. Alors c'est un idéal normatif, si vous voulez, qui peine à s'imposer. Moins de 20% des sites évalués par l'Union européenne respectent les normes d'accessibilité internationale. Et la pandémie a montré que l'inaccessibilité numérique était une source de vulnérabilité majeure. La part des logements accessibles en 2012 est inférieure à celle de l'année 2001. Les élèves à besoins éducatifs particuliers sont surexposés aux discriminations au sein des établissements scolaires. Et c'est quelque chose que l'on observe dans la plupart des pays, ce qui revient à dire que quand on parle d'accessibilité sur le plan scolaire, on pense peut-être l'accessibilité sur le plan pédagogique au détriment des composantes sociales. De telle manière, si vous voulez, que si les politiques dites inclusives ont pu améliorer des situations individuelles, les inégalités entre les personnes qui présentent une déficience et l'ensemble de la population se sont creusées sur le plan scolaire, sur le plan social et sur le plan professionnel. Autre chose qui me paraît importante à préciser, c'est que l'inaccessibilité, ce n'est pas uniquement une barrière, c'est ce qui enferme les gens dans leur tête. Il n'y a pas besoin de murs pour enfermer les gens. Lorsque vous incitez au non-recours ou lorsque vous conduisez les personnes à juger qu'il est préférable de ne pas sortir plutôt que d'affronter l'inaccessibilité des espaces publics, d'une certaine manière, vous les enfermez dans leur tête. Et l'enquête HSM montre bien que 37% des jeunes qui se disent handicapés ne sortent pas de leur domicile pour se rendre aux endroits voulus, préfèrent rester chez eux. Et disent ne pas sortir, et 21% disent ne pas sortir de crainte de se heurter à des barrières. Donc ça veut bien dire que derrière l'accessibilité se joue vraiment la possibilité donnée à tout individu d'exercer les droits qui lui sont reconnus. Alors, pourquoi me suis-je proposé aujourd'hui de parler d'une grammaire ? Parce que pour bien dire que la notion d'accessibilité est un terme éminemment flou, aux contours flous, etc. Mais surtout, j'ai pu constater des usages relativement incertains. Parce que fondamentalement, l'accessibilité consiste à dire que la société s'adapte aux
aux singularités individuelles dans l'universalité. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Hein. C'est se préoccuper de la singularité individuelle, mais dans l'universalité, et ne pas dissocier les deux. Et donc, il y a un usage incertain. Il y a un rapport, où il y a des rapports parlementaires, par exemple, qui parlent de l'accessibilité des personnes handicapées au logement, aux établissements recevant du public, au transport, à la voirie, aux espaces publics. Donc on dit on demande à la société de s'adapter aux personnes, mais c'est les personnes qui doivent être accessibles au logement. C'est un rapport parlementaire qui dit l'inverse de ce que l'on revendique, puisque c'est l'accessibilité des personnes au logement. Ce n'est pas l'accessibilité du logement aux personnes dont il est question dans ce rapport parlementaire. Un autre rapport parle de l'accessibilité des personnes handicapées. Donc c'est les personnes qui sont accessibles à leur environnement. Ce n'est pas l'inverse. Il y a des travaux de recherche, dont notamment une thèse, où il s'agit de l'accessibilité aux informations visuelles des pages web. Alors, on accède aux droits. C'est l'accès aux informations visuelles que permet l'accessibilité des pages web. Il y a des textes juridiques. Vous avez l'arrêté du 4 octobre 2010 qui parle de l'accessibilité des personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires. Donc c'est aux personnes d'être accessibles à l'établissement pénitentiaire. C'est pas à l'établissement. Et là, on a un texte juridique quand même. Vous avez la circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en accessibilité des établissements. Donc finalement, il s'agit de mettre en accessibilité. L'accessibilité est quelque chose qui serait prédéfini, qui existerait. Il suffit de faire. C'est quand même une vision assez mécaniste de ce qui se joue dans le glissement de perspective dont parlait Charles Gardou. C'est quand même un truc bizarre, cette notion d'accessibilité, puisque on ne sait pas ce que c'est que le normal. Mais, donc, ce qui fait pour penser le normal, les sociétés codifient le pathologique. Et c'est la codification du pathologique qui va permettre de penser le normal. Donc, c'est un glissement de perspective majeur, puisque ça revient à rapporter le pathologique, non pas aux propriétés des personnes, mais aux propriétés de la société. Et on déplace d'une certaine manière le principe de servitude, puisque c'est à la société, si vous voulez, de prendre en considération les particularités individuelles. Et ça, c'est un glissement de perspective qui est extrêmement fort et qui, me semble-t-il, nécessite de réfléchir à la manière dont on va rapporter le pathologique aux conceptions de la différence, aux formes de violence que l'on impose aux personnes, etc., par-delà les propriétés individuelles. Et c'est un glissement de perspective qui se heurte à l'heure actuelle à des usages incertains. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que la notion de grammaire me paraissait intéressante, parce que il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière d'être accessible. Quand on a travaillé sur la transition juvénile, on avait demandé aux professionnels de nous indiquer ou de nous donner des noms des personnes pour lesquelles les dispositifs développés étaient les plus accessibles. Et quand on s'est entretenu avec les personnes disaient comment ? Ah non, c'était une horreur. Donc le point de vue des professionnels et le point de vue des intéressés étaient totalement discordants. Ils ne se retrouvaient pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une bonne, pour le sociologue que je suis, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière d'être accessible. Il y a des manières d'accessible qui font sens. C'est-à-dire que l'accessibilité, ça ne se décide pas, l'accessibilité, ça ne s'impose pas,
l'accessibilité, ça se légitime. Je veux dire, les gens n'auront de regard différent sur les personnes présentant une déficience qu'à condition que ça fasse sens. Les gens s'attacheront à développer des outils numériques qu'à condition que cela prenne sens. Et on voit bien qu'à l'heure actuelle, l'accessibilité numérique se heurte à un ensemble de préjugés qui sont liés à une vision éminemment technocentrée. Et Pascal Plantard, dans l'atelier, tout à l'heure, en parlera longuement. Ce qui se joue derrière, si vous voulez, les termes que l'on utilise pour dire l'accessibilité, c'est les possibilités sociales de faire accessibilité, ou au contraire inaccessibilité. Et ce qui se joue à travers la grammaire de l'accessibilité et l'articulation de trois notions, accès, accessible et accessibilisation, c'est la concrétisation des principes revendiqués en modalité opératoire. Et donc la manière dont on va articuler accès, accessible et accessibilisation va instituer le noyau de sens autour duquel on va forger des manières d'être, de dire, de faire. Et il me semble que c'est cette articulation qui va soutenir l'innovation ordinaire qu'exige l'accessibilisation des environnements. C'est cet ordonnancement de ces trois notions qui va conditionner la performativité de l'impératif d'accessibilité. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que la grammaire autour de laquelle je travaille et qui peut être mobilisée nécessite de distinguer l'accès, qui renvoie à la visibilité sociale conférée aux personnes par la réceptivité des systèmes scolaires, de l'accessible, qui renvoie à la lisibilité sociale des pratiques, grâce à laquelle les personnes s'engagent dans le recours au numérique, dans les dynamiques collectives, etc. Et l'accessibilisation renvoie aux stratégies déployées pour opérationnaliser les principes revendiqués par l'impératif d'accessibilité. Donc il ne s'agit pas de parler de mise en accessibilité, comme quelque chose de mécanique, résultant de l'existence de référentiels normatifs, etc., mais de s'interroger sur la manière dont les personnes construisent le sens. Alors, pourquoi cette distinction ? Parce que la notion d'accès, désigne le fait d'accéder à un lieu, à une connaissance, à une information, aux apprentissages. Donc, si vous voulez, ce qui se joue derrière le fait, la notion d'accès, c'est ce que va permettre la médiation symbolique qu'opèrent les activités sociales que nous exerçons. C'est-à-dire que quand on va à l'école, l'école n'est pas une fin en soi. L'école opère une médiation symbolique au sens où elle va conditionner le degré d'intégrité sociale reconnu à la personne. Elle va structurer les modalités de coprésence entre l'enseignant, l'enseigné, les parents, les collègues de travail, etc. C'est l'accès à. Et il y a l'idée de cheminement, mais que ce cheminement, il va dépendre des formes de reconnaissance et des formes de médiation opérées par les activités. Et Ricoeur dit bien qu'une activité sociale opère sur le plan identitaire un travail de médiation, au sens où il autorise ou interdit des manières de se penser.
Et c'est là que l'accès renvoie au prendre part, c'est-à-dire au fonctionnement social qui est permis à la personne. Ce prendre part se concrétise par le fait d'aller à l'école. Et nous savons, et puis j'avais été interviewé par une journaliste hier qui me demandait « Mais est-ce que l'école inclusive, ça présente un intérêt ?» Je lui disais « Ben oui, parce que quand on va à l'école, on augmente ses chances d'accéder aux loisirs, on augmente ses chances d'accéder à un emploi, mais on augmente aussi singulièrement le type et le niveau de connaissances que l'on a. Le fonctionnement social renvoie aussi, si vous voulez, aux formes d'interaction. L'accessibilité de l'outil numérique, il va permettre ou non aux personnes de s'inscrire dans les rites qui conditionnent la mise en sens de la vie quotidienne. Goffman nous montre bien que ce qui distingue le normal et le pathologique, c'est la manière dont les rites vont pouvoir fonctionner. Grâce à un exosquelette, monter des marches, opère une inversion symbolique majeure, puisque ça revient à remettre en cause l'idée qu'une personne paraplégique ou hémiplégique dispose d'une capacité, dispose d'une possibilité de mobilité au même titre que les autres. Donc ce qui se joue dans le prendre part, c'est la capacité réelle qu'a une personne d'exercer une activité, une tâche, et dans des conditions usuelles. Ce qui se joue, c'est, derrière le prendre part, c'est pouvoir s'inscrire dans le cadre routinier des échanges sociaux. Et ce qui fait que ce prendre part, il peut reposer sur les textes, bien évidemment, mais il repose aussi sur l'ordre social autour duquel se joue la mise en scène de la vie quotidienne. Les discriminations, ça se mesure statistiquement, mais ça se vit au quotidien. Les discriminations, ça se joue beaucoup plus dans l'informel que dans le formel. On ne dira jamais à une personne qu'on ne veut pas qu'elle aille à l'école parce qu'elle est handicapée. On dira qu'elle importune l'ordre scolaire parce qu'elle ne se comporte pas comme il est attendu, parce qu'elle ne permet pas à l'enseignant de faire ce qu'il est censé faire, etc. Mais le prendre part ne suffit pas, si vous voulez. Ce n'est pas parce qu'on va à l'école que finalement on peut être vu comme un élève. Quand on dit voir l'élève d'abord, c'est à double tranchant. Parce que ça peut vouloir signifier, ça signifie voir l'élève avant la déficience, mais ça peut aussi vouloir signifier, mais est-ce qu'il peut se comporter comme un élève? Et si c'est ça, voir un élève d'abord, ça peut dire, on perpétue le référentiel normatif. Et c'est là, si vous voulez, que le faire partie devient une condition essentielle. Et l'accès renvoie à la manière dont la personne est socialement incorporée dans le collectif. Très concrètement, en quoi la personne est-elle en position d'exercer le métier d'élève? Parce que en la plaçant en position d'exercer le métier d'élève, on va pouvoir la voir comme un élève d'abord. J'ai à l'esprit un entretien que j'avais mené avec un jeune qui s'était fait des amis, etc., mais qui
se heurter au poids du corps lorsqu'il s'agissait de travailler en sous-groupe. Et vous disiez, je suis désolé, moi je ne peux pas aller avec vous, parce que là, vous vous réunissez, le lieu n'est pas accessible. Et c'est là que les copains disaient, ah ouais, j'ai oublié, t'es handicapé. Donc ça veut dire que cette réciprocité des échanges, elle suppose que nous réfléchissions à la manière dont la personne peut légitimement exercer le métier d'élève, de voisin, etc., d'étudiant, parce que c'est la condition sine qua non pour que nous la reconnaissions comme un élève d'abord. Et donc, ce qui se joue là derrière, c'est l'aptitude à être vu légitime et à être partie prenante des jeux sociaux. Dans l'enquête qu'on a menée sur la transition juvénile, on demandait aux élèves de nous dire si les soutiens et les aménagements dont ils disposaient leur permettaient d'effectuer les mêmes tâches que les autres. Dans 30% des cas, ils jugeaient que c'était le cas. Dans 70% des cas, ils jugeaient que les aménagements et les soutiens ne leur permettaient pas d'effectuer dans les mêmes tâches que les autres. Donc ça veut dire que les soutiens et les aménagements les invalidaient, d'une certaine manière, dans la mesure où ils perpétuaient les préjugés. Mais troisième dimension qui me paraît importante, je me suis trompé dans le titre, excusez-moi, c'est l'accès comme émancipation sociale. Il ne suffit pas de faire partie. Il est important aussi de réfléchir à l'agir sur qui va être permis à la personne. Aujourd'hui, on parle de moins en moins d'élèves et de plus en plus d'apprenants. Ça veut dire quoi être apprenant? Ça veut dire s'engager dans le processus. Et si nous parlons d'engagement dans le processus, ça veut dire que nous attendons que la personne agisse sur l'environnement, innove par l'usage, etc. Ce qui revient à dire que l'accès est indissociable de l'agir sur l'environnement de la personne. Et c'est à ce titre-là qu'il est important d'avoir à l'esprit l'agir situationnel possédé par l'élève. En quoi est-il en position de s'adapter à la diversité des contextes? En quoi les aménagements et le soutien lui permettent-ils de convertir les connaissances en ressources mobilisables au regard de situations, de contextes donnés? Quelle est l'autonomie décisionnelle dont va pouvoir faire preuve la personne? Quel est le sens stratégique que l'on va conférer à la personne pour lui éviter d'apparaître importune? Ça me paraît extrêmement fondamental parce que qu'est-ce qui fait l'importunité scolaire de l'élève? C'est le fait qu'il ne sache pas s'engager correctement. Et dans le travail qu'on avait mené sur les conditions de scolarité, on se rendait compte que la société lauréale fonctionnait à plein, c'est-à-dire qu'on aidait ceux qui le valaient bien. C'est-à-dire que lorsque l'élève est capable de s'engager dans le processus, comme l'attendent les normes scolaires, il arrivera à démontrer que bien que présentant une déficience, il n'est pas handicapé, donc il vaut la peine d'être aidé. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas ce sens-là est quelqu'un que l'on va juger importunant pour l'ordre scolaire. Donc la visibilité sociale et l'agir sur est une caractéristique essentielle. Autre composante de la visibilité sociale, c'est les formes de reconnaissance sociale qu'expérimentent les personnes. Quel est le sentiment d'exister qu'a la personne au contact d'autrui?
lorsque on est confronté à des discriminations, à des colibés, dans un contexte scolaire, mais aussi dans un contexte professionnel, comme c'est le cas et comme je le disais tout à l'heure, ben l'accès au droit commun peut être source de servitude et de violence au même titre que le fait d'être en milieu spécialisé. Parce qu'on se sent on se sent un étranger, un exclu de l'intérieur, pour reprendre la formule de Bourdieu, quoi. On est partie prenante sans être partie prenante, et on n'est même pas en liminalité, parce que la notion de liminalité, elle oublie qu'être dans un antre, finalement, ça a un impact identitaire. Lorsque je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où me positionner, je suis socialement disqualifié et invalidé. Et donc, si vous voulez, la visibilité sociale qui se joue derrière l'accès renvoie à l'effet d'affiliation des pratiques et aux possibilités données aux personnes de se penser soi-même comme un autre. Se penser soi-même comme un autre, ça suppose d'accéder à des identités plurielles et de pouvoir se raconter autrement qu'au regard de sa déficience, de sa particularité, etc. Mais l'accès aux apprentissages est assujetti à l'accessibilité de l'école, des outils numériques, des lieux. Et c'est à ce titre-là que l'accessible, comme je le disais tout à l'heure, renvoie à la lisibilité sociale des pratiques. Et l'accessible renvoie à une propriété ou à une qualité intrinsèque d'un système qui cherche à rendre l'usage d'un objet, d'un service ou d'un produit familier. Et je crois que c'est cette notion de familiarité qui est importante. Parce que ce n'est pas uniquement, comme le dit la DIPH, faire en sorte qu'il n'y ait pas de contraintes. Derrière l'absence de contraintes, il y a la familiarité. J'ose y aller. Un des enjeux majeurs, me semble-t-il, c'est le non-recours. C'est ce qui m'avait frappé avec les Gilets jaunes notamment, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont des droits, mais qui préfèrent ne pas faire valoir ces droits, ne pas s'en servir, parce que c'est trop compliqué, etc. Il y a une absence de familiarité. Et donc, l'accessible se place au niveau de la singularité dans une perspective universelle. Et je crois que c'était extrêmement important de rappeler, comme le faisait Charles Gardou tout à l'heure, la visée universelle de la singularité, sinon on se dirige vers une fragmentation. Et donc l'accessible, pour moi, renvoie à l'obligation que s'imposent les individus à s'impliquer dans un rôle, dans une âge, dans une relation de service. C'est « je m'oblige à ». Ça, le jeu en vaut la chandelle. Alors, la revue de littérature que j'ai menée montre qu'il y a cet accessible peut s'organiser autour d'une perspective finaliste. Et de ce point de vue-là, l'accessible réside dans une absence de discrimination que matérialise le type de scolarisation. Être scolarisé en milieu ordinaire ou pas. Dans la non-surexposition à l'échec ou au décrochage scolaire. Je suis en train de préparer un truc pour la Commission européenne où on se rend compte, par exemple, que les personnes qui présentent une déficience à l'âge de 18 ans sont proportionnellement plus nombreuses que la moyenne à être ni en emploi ni en formation. On se rend compte aussi de la surexposition des élèves à besoins éducatifs particuliers en termes de décrochage scolaire, etc. La notion de décrochage scolaire, elle est intéressante parce que ça signifie, pour moi, c'est l'expression du non-recours. Le jeu n'en vend pas la chandelle. Et la lisibilité, dans le cas présent, si vous voulez, découle des postures professionnelles. Par exemple, c'est le rapport sexué à l'enseignement que l'on observe chez les enseignants, qui se comportent différemment à l'égard des filles que des garçons.
Les enseignants qui sont plus volontiers, quand j'étais à l'OCDE, on a essayé de corréler PISA au fait d'être à besoin éducatif particulier, et on se rendait compte que les élèves à besoin éducatif particulier étaient proportionnellement plus nombreux à se juger mis à l'écart par les enseignants. Et la lisibilité sociale, en l'occurrence, s'organise autour des gestes professionnels. La qualité des scénarios didactiques, l'organisation cognitive du contenu. Il y a une perspective finaliste, mais il y a aussi une perspective procédurale de l'accessibilité. Et là, l'accessible réside dans la conformité aux normes et aux référentiels établis pour qualifier une norme d'accessibilité qui est minimale, qui est légalement définie et ou administrativement consacrée. Je reviendrai tout à l'heure, c'est les 7 critères qui font l'accessibilité universelle, c'est les référentiels de l'accessibilité numérique, etc. Mais qu'est-ce qui fait la lisibilité sociale? C'est le respect des normes. Parce qu'en respectant les normes, on admet que c'est potentiellement accessible. Et c'est là que la lisibilité va se matérialiser dans les stratégies de production des outils numériques et en prenant en compte la diversité des aptitudes et de la gamme de préférences. Et donc, ce qui est intéressant dans ces référentiels, c'est qu'ils offrent des indicateurs qui permettent de transformer cette contrainte juridique en une contrainte managériale. C'est-à-dire que ça contribue à l'opérationnalisation des pratiques. Les données existantes montrent que ces référentiels forcent à se poser des questions sur les modes d'organisation du travail, sur les modes d'organisation pédagogique, etc., etc., etc. Si on prend la conception universelle, la lisibilité sociale renvoie à l'usage équitable que permet la prise en compte de la diversité des capacités, à la diversité des gammes de préférences que permet l'adaptation et la souplesse de l'utilisation, la facilité de compréhension que permet la simplicité et l'intuitivité des usages, la sécurité des usages permise par la réduction maximale des dangers et des risques, la réduction au minimum de l'effort physique, etc., etc. Donc c'est des normes que l'on établit et autour desquelles les organisations sont amenées à réfléchir sur leur opérationnalisation. Et si on prend l'accessibilité numérique, l'accessible désigne un usage aisé, plaisant et circonstancié de l'outil numérique au regard d'objectifs à atteindre et d'usages ou de besoins à satisfaire. Et la lisibilité, elle peut être associée à 4 ordres. Elle peut être physique, quand on parle de perceptibilité, puisqu'il s'agit de proposer aux utilisateurs des équivalents textuels à tout contenu non textuel auquel ils pourraient faire appel selon ses besoins, etc., etc. La lisibilité, elle est comportementale, quand il s'agit d'utilisabilité, et une utilisabilité qui doit fournir les éléments nécessaires à l'orientation des personnes sur le site et à la navigation spatiale et temporelle. Et c'est vrai que cette histoire de navigation pose d'énormes questions. Elle est cognitive, la lisibilité, puisque la notion de compréhensibilité mobilisée désigne l'intelligibilité du contenu textuel, la prévisibilité du déroulement des pages et la réduction de la probabilité d'erreur de saisie. Elle est technique quand il s'agit de robustesse, c'est-à-dire la compatibilité avec les usagers, etc. Dans une perspective ergonomique, l'accessible désigne l'agentivité individuelle soutenue par la lisibilité des pratiques. On sait très bien que ce n'est pas parce qu'un outil est satisfait aux exigences d'un référentiel normatif qu'il soutient l'agentivité des individus. Par exemple, en Suède, un hôpital s'est revendiqué techniquement accessible au regard des normes, etc., etc. Et alors que les personnes malvoyantes n'arrivaient pas à accéder aux informations.
Et ce qui se joue derrière l'accessible dans une perspective ergonomique, c'est l'agentivité individuelle, soutenue par la lisibilité des pratiques. Et là, la lisibilité, si vous voulez, est rapportée à l'ergonomie cognitive des outils, et elle renvoie aux conditions socio-cognitives ou instrumentales qui entourent l'acceptabilité pratique et sociale de l'environnement, à l'effet capacitant des stratégies d'enseignement. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît absolument fondamental parce que cela distingue le modèle intégratif du modèle inclusif. Le modèle intégratif consiste à adapter les moyens aux besoins des personnes. On est dans une logique compensatoire. Mais on ne s'interroge pas sur l'effet capacitant de ces aménagements et des soutiens. On adapte pour adapter. 50% des ordinateurs alloués par la MDPH aux élèves ne sont pas utilisés. 30% des aides techniques allouées aux personnes ne sont pas utilisées. Donc, et c'est ce qui distingue, me semble-t-il, l'adaptation de l'accessibilité. L'accessibilité revient à s'interroger sur l'agentivité des personnes. En quoi les soutiens, les aménagements permettent-ils à la personne de faire ce qu'elle est censée faire? En quoi est-elle à même d'exercer son métier d'élève? Et je crois qu'il est important de ce point de vue-là, si vous voulez, vraiment de prendre cette notion d'accessibilité au sérieux, sans cela. Les inégalités qui ont augmenté ces 20 dernières années, comme je le disais en début de mon propos, ne vont que s'accroître. Enfin, troisième notion, celle d'accessibilisation. Comme je le disais tout à l'heure, l'accessibilité, ça ne s'impose pas, ça ne se décrète pas, ça se légitime. Si l'accès A suppose l'accessibilité 2, l'accessibilité de l'école repose sur l'accessibilisation des environnements, des biens et services par la création des conditions nécessaires à l'opérationnalisation des principes. L'accessibilisation renvoie à l'activité normative que développent les organisations, les individus, pour légitimer collectivement ce qui fait accessibilité. S'accorder sur les finalités poursuivies, s'accorder sur ce autour de quoi on va s'engager mutuellement. Et donc c'est la traduction de l'idéal normatif en principe légitimement opératoire. Alors brièvement, ça s'organise autour de la légitimation institutionnelle des dispositifs. C'est la manière dont on va légitimer, par exemple, la diversité dans les projets d'établissement. On sait très bien que les projets d'établissement vont conditionner les conceptions de l'excellence, vont conditionner les possibilités données aux enseignants de conjuguer performance, équité, etc. Elles vont aussi conditionner l'usage de l'outil numérique en cherchant à résoudre l'inconfort technico-pédagogique qui l'entoure. Lorsque j'ai travaillé à l'UNESCO autour de cette question il y a quelques années, il s'agissait bien de développer la formation des acteurs de l'école, mais aussi de réfléchir à la manière dont on pouvait organiser les choses. Et c'est important parce que ce qu'a montré la pandémie, c'est qu'il y avait non seulement des élèves décrocheurs, mais il y avait aussi des enseignants décrocheurs. C'est-à-dire que ça faisait pas sens que d'utiliser l'outil numérique. Et donc ce qui se joue derrière la légitimation institutionnelle des dispositifs, c'est le travail de mise en sens des aménagements, des aides techniques, pour prévenir les stratégies d'évitement. Cette accessibilisation, elle renvoie à la force d'entraînement des conventions. C'est-à-dire que ce qui est intéressant à observer lorsqu'on analyse la manière dont se construisent les projets personnalisés de scolarisation, la manière dont se prennent les décisions au sein des équipes de suivi et de scolarisation, c'est l'établissement de règles conventionnelles
qui, d'une certaine manière, vont transformer le travail collectif en collectif de travail. Je veux dire, les acteurs, lorsqu'ils travaillent ensemble, établissent leurs propres règles, qui leur offrent la possibilité de contourner les rigueurs organisationnelles, fonctionnelles, etc., et qui s'articulent autour des savoirs d'usage des uns et des autres. Et ces conventions constituent une compétence collective et que les uns et les autres se sont construits collectivement en s'accordant là-dessus. Et on s'intéresse trop peu, nous, chercheurs, me semble-t-il, au poids de ces conventions. Enfin, cette accessibilisation, elle est corrélée à l'autrement capable des acteurs de l'école. C'est-à-dire que les acteurs de l'école, on dit qu'ils sont en difficulté, etc., 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 mais en fin de compte, on se rend compte qu'ils essaient de trouver des solutions au quotidien, qu'ils font des petits pas de côté. Ils créent des routines, les peaufinent, les développent au fil du temps. Et cet autrement capable, si vous voulez, il institue des normes propices à l'émergence de nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs. Ça permet de s'organiser autour des usages et de prendre en considération l'innovation par l'usage. C'est-à-dire que les gens innovent en utilisant, et je vais conclure en vous remerciant et en vous proposant, si vous le souhaitez, de lire ce que je viens de dire dans le chapitre sur l'accessibilité et sa grammaire. Je vous remercie beaucoup de votre attention.